Alors bonjour professeur Dijan. Bonjour. C'est un très bel endroit où nous Merci vous de m'y recevons. avoir invité. Je vous en prie. Je le découvre. Oui. Je voulais vous parler d'un sujet qui vous tient à cœur, qui est la bioéthique. Vous êtes le concepteur du premier forum de bioéthique français, qui a un succès phénoménal, puisque vous avez 30 000 personnes qui vous suivent sur Strasbourg même, mais d'autres internautes. Et j'ai voulu savoir votre définition de la bioéthique. Qu'est-ce qu'est la bioéthique pour Israël Nizan? La bioéthique, c'est la manière que nous avons d'habiter le monde. Et le fait de rajouter bio, ça veut dire nos corps. Et qu'est-ce que nous faisons des connaissances médicales? Comment les utilisons-nous face aux questions qui s'ouvrent du fait des conquêtes médicales? La morale, elle a les réponses. La bioéthique, elle n'a que les questions et souvent pas de réponses. Quand on raisonne de manière morale, on a un indicateur transcendant qui nous dit ça c'est bien et ça c'est mal. C'est plutôt plus facile. En matière de bioéthique, il faut souvent beaucoup de maturité parce que certaines questions n'ont pas forcément de réponse et il faut être capable de rester là avec des questions parfois insolubles ou pour lesquelles les réponses sont complexes. Donc, s'approcher des questions bioéthiques, c'est comprendre et déplisser une certaine forme de complexité et s'apercevoir que les choses ne sont pas ou blanches ou noires. Alors, on dit souvent que la bioéthique, c'est de limiter ce qui est techniquement possible par ce qui est socialement acceptable. Dans le socialement acceptable, il y a quelque chose d'un petit peu gênant, car en France, on voit bien que les lois qui encadrent la biomédecine, ce n'est pas des lois de bioéthique, c'est des lois qui encadrent, souvent, on se passe bien du socialement acceptable, puisque c'est quelques personnes qui décident finalement pour l'ensemble de la société. N'y a-t-il pas là un déni de démocratie? Il ne faut pas confondre la bioéthique et la loi bioéthique. Ce sont deux choses totalement différentes. Et en construisant le Forum européen de bioéthique, mon ambition était de mettre les enjeux de la bioéthique à la disposition du grand public pour qu'il puisse s'en approcher, comme il s'approche des questions de climat, comme il s'approche des questions économiques. Et je constate qu'il y a un énorme appétit pour une parole libre et une réflexion libre sur ces sujets. Après, la loi bioéthique, c'est toujours le fruit d'un compromis en fonction des valeurs de la France. Et les valeurs de la France sont très changeantes et changent à très grande vitesse. Ceux qui croient que la France ne bouge pas se trompent. Quand j'ai préparé l'internat, j'ai appris une question d'internat qui s'appelait « avortement criminel ». Je n'ai pas eu le temps d'être reçu au concours d'internat qu'il fallait que je les fasse, les avortements criminels, et 5 ans plus tard, ils étaient remboursés par la sécurité sociale. Ça montre bien que les valeurs de la France changent. Elles changent, mais il y a des compromis. À chaque période, on est assis sur des lois qui sont faites par nos représentants politiques et qui tiennent compte de la pondération de tel lobby, de telle influence, de telle autre influence. Pour l'instant, nous avons en matière de bioéthique une loi qui a été écrite en 1994 et qui n'a pas été bien revue depuis, elle a donc 22 ans. C'est extrêmement long, 22 ans. C'est trop long et très clairement, si nous avions une loi qui était très adaptée en 1994, aujourd'hui, bien que la loi ait été revue, il y a eu tout un tas de lobbies qui se sont attachés à faire en sorte qu'on ne change rien. Ils ont même essayé de faire en sorte qu'on ne puisse plus changer la loi, tellement ils avaient peur de son évolution. Alors ces lobbies, quels sont-ils? Le premier lobby est idéologique. Quand vous tapez bioéthique sur les moteurs de recherche, vous avez énormément de sites catholiques qui sont très présents dans la discussion bioéthique. Je ne leur reproche pas, ils ont le droit et même l'obligation, parce que c'est leur champ de prépondérance, de dire ce qu'ils pensent, eux, de l'évolution des sciences sur le corps. Mais notre pays est un pays pluriculturel et on ne peut pas faire un copier-coller des choses qui viennent de la religion et les mettre dans la loi de la France. Je pense que les religieux, ils doivent parler aux religieux dans les églises
mais ils ne peuvent pas imposer leur vue au travers de la loi de la France. C'est un peu ce qui s'est passé sur certains sujets. Je vais prendre un tout petit exemple. Quand un couple a des embryons congelés et que l'homme meurt, et que la décision de la femme, son projet, c'était de faire un enfant avec cet homme-là. Pour des raisons idéologiques, on a décidé qu'on ne fait pas d'orphelin et que cette femme n'a donc que deux choix, donner ses embryons résiduels à une autre femme ou les jeter. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement soit si sensible au lobby? Parce que finalement, on prend le Thalys, on va en Belgique, la culture n'est pas très différente de la culture belge de la culture française, et il y a une espèce de vent de liberté pour les femmes que nous n'avons pas en France. Qu'est-ce qui fait que la France reste extrêmement réactionnaire? Dans toute l'Europe, il y a une évolution plutôt favorable sur les mœurs. Et quand j'envoie mes jeunes praticiens à l'étranger dans des congrès, ils reviennent déprimés. D'ailleurs, beaucoup de médecins français exercent en Espagne, en Belgique, dans ces domaines-là. Il n'y a guère que le domaine du prénatal où nous avons par chance une loi très favorable qui est d'ailleurs recopiée par les autres. Donc tout n'est pas mauvais. La loi en matière de prénatal qui nous autorise, quand il y a une malformation d'une particulière gravité incurable, à interrompre la grossesse, quel que soit le moment de celle-ci. Certes, tout n'est pas mauvais, mais vous avez par exemple des choses quand même élémentaires. Les dames qui sont en couple sont obligées d'aller se faire inséminer ailleurs. La vitrification des ovocytes, c'est une levée de bouclier. La levée de l'anonymat pour... Ah mais la liste est longue. En matière de famille et de reproduction, la liste des domaines où il y a des anomalies est extrêmement longue. Et tout récemment, j'ai participé à un manifeste parce qu'il venait de nous arriver quelque chose de dramatique. Une femme de Paris d'ailleurs, transmettant la mucoviscidose, avait eu un premier enfant atteint qui était mort, un deuxième enfant atteint, diagnostiqué in utero, pour lequel elle a fait une interruption médicale de grossesse. Et enfin, elle était venue parce qu'elle ne pouvait plus accéder à une interruption médicale de grossesse parce que c'était l'horreur pour elle. Elle était venue faire un diagnostic préimplantatoire. Or, vous savez qu'on a le droit de regarder sur l'embryon une seule anomalie parce qu'il ne faudrait surtout pas pouvoir faire un tri. Et on a donc remis à cette femme de 37 ans et demi un embryon dont on était sûr qu'il n'avait pas la mucoviscidose, mais pour lequel on n'avait pas pu regarder s'il était trisomique 21 ou non. Eh bien, ce qui devait arriver arriva. À 16 semaines, elle a fait une investigation échographique qui a laissé penser que l'enfant était trisomique 21 et bingo, elle a dû faire une IMG après un DPI à 37 ans et demi, cette femme est détruite. Comment, dans notre pays, se permettons de dire qu'on peut faire une investigation de trisomie 21 sur le fœtus qu'on ne peut pas faire sur l'embryon? On marche sur la tête, on marche sur la tête. Donc, quand ça s'est produit, mon équipe a été dévastée parce qu'il faut savoir que le DPI, c'est long, difficile, compliqué techniquement et que c'est une épreuve psychologique pour les femmes et qu'on ne peut pas, pour des raisons idéologiques et religieuses, interdire aux médecins qui cherchent le gène de la mucoviscidose de ne pas regarder en même temps la trisomie 21. On est là dans l'idéologie qui fait du mal aux femmes. Peut-être que certains y ont gagné leur paradis, mais les femmes, ça ne leur fait pas du bien. La pensée religieuse recule un petit peu. Comment se fait-il qu'il y ait quand même cette emprise? Je pense que le religieux, globalement, ne recule pas, et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé au moment du mariage homosexuel, où on a eu un flot de vagues homophobes dans notre pays que personne n'attendait et qui a blessé terriblement les homosexuels de notre pays. Je pense que les églises sont vides, mais justement, pour toucher les citoyens par-devers eux, il faut leur mettre des choses dans la loi, comme ça ils seront obligés d'appliquer les préceptes de l'Église sans s'en rendre compte. Donc pour moi, c'est un petit peu pervers, c'est pas non plus très acceptable, et depuis le mariage pour tous et les manifs énormes suscités par le monde religieux, que ce soit le monde chrétien ou le monde musulman, pas tous les chrétiens d'ailleurs, parce que les protestants étaient très favorables à la liberté individuelle, mais suscités par le monde catholique et suscités par le monde musulman, qui sont des religions universalistes, dont les préceptes s'appliquent à tout le monde, même ceux qui ne sont pas d'accord. Eh bien, ça a montré la force de l'adhésion de certains groupes
aux idées religieuses. Alors ça fait partie de notre pays, je pense qu'il faut en tenir compte, et je pense que la représentation nationale aujourd'hui est un petit peu apeurée par les histoires de mœurs, surtout quand ça touche la famille. À cet égard, pour faire avancer un petit peu la bioéthique, la philosophie, toutes ces questions fondamentales, est-ce que vous pensez décliner votre forum de bioéthique? Puisque finalement, vous êtes le premier à avoir apporté un peu de démocratie, un peu de pensée philosophique, puisqu'en fait, finalement, la bioéthique, ce n'est pas autre chose qu'une forme de philosophie de vie. Est-ce que vous pensez pouvoir faire des petits avec ce forum qui marche si bien? Les politiques ont très peur de la bioéthique parce que c'est une machine à perdre des voix, disent-ils. Ils ne sont pas doués non plus en sciences, parce que le politique, c'est le verbe, c'est pas tellement la science. Et donc, très clairement, moi, je n'ai pas d'objectif politique au travers du forum. J'ai un objectif d'élever le niveau de connaissance des gens pour qu'ils puissent s'approcher, en voir la complexité. C'est un anti-slogan, un anti-banderole. Parce que quand on s'assoit autour d'une table et qu'on parle de la grossesse pour autrui avec intelligence, avec des gens qui sont là, qui en ont passé par là, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des cas où oui, on devrait être capable de dire oui à certains projets de grossesse pour autrui, plutôt que d'aller vers la greffe d'utérus qui est d'une lourdeur effroyable. Et la greffe d'utérus qui est en train de se profiler à l'horizon est en train de faire changer d'avis un certain nombre de gens qui se disent mais finalement la grossesse pour autrui, quand c'est une sœur, quand c'est une amie, quand il n'y a pas d'argent, pourquoi pas? Et donc les choses évoluent et je pense qu'il va falloir un changement de génération parce que là on a une génération de politiques choqués et électrochoqués par les manifs pour tous et donc ceux-là ils n'oseront plus y toucher. Mais l'écart, le fossé qui sépare la loi de l'opinion publique actuellement est devenu tel que ce ne sera pas tenable. Et nos politiques finiront, à l'occasion d'un changement de génération, par dire « mais enfin, qu'est-ce que c'est ça ?» et on change la loi. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci.